Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-ukrainienne. Mon invité aujourd'hui est Vincent Pringot, conseiller économique de l'ambassade de France en Ukraine. Bonjour. Bonjour Sébastien. Ou plutôt, c'est moi qui suis ton invité, puisque je suis dans ton bureau à l'ambassade. C'est une possibilité que nous donne cette phase du déconfinement et j'en suis évidemment très heureux. Bienvenue à l'ambassade. Alors cet épisode est la première conversation avec quelqu'un qui n'est pas formellement membre de la Chambre, ni un entrepreneur, ni un investisseur. Le but aujourd'hui, c'est de prendre du recul avec toi pour mettre l'action économique de la France dans un contexte plus global. Alors ça va être ma première question. Comment est-ce qu'on peut définir l'action économique de la France en Ukraine ? C'est bien évidemment de soutenir nos entreprises dans ce pays en tant qu'investisseurs, de leur venir en appui, de leur venir en aide lorsqu'il le faut, de défendre leurs intérêts. C'est aussi de soutenir bien entendu les exportateurs français. Il y a un flux d'affaires important entre l'Ukraine et la France. On a atteint d'ailleurs un seuil historique en 2019 de 1,8 milliard d'échanges entre les deux pays. C'est supérieur au niveau qu'on connaissait avant Maïdan. Et les exportations françaises ont progressé de 20% l'an dernier. Ce que je veux dire par là, c'est que les flux commerciaux sont bien établis, ils sont très dynamiques. Nos entreprises connaissent bien le marché, elles s'y sont implantées assez tôt. Et donc on a à la fois aujourd'hui, je dirais, un flux d'exportation qui est très bien orienté, un stock d'investissement avec des grands groupes, des grandes marques françaises, et aussi un vivier d'entreprises de taille intermédiaire ou plus petite qui participent à faire des échanges très diversifiés dans tous les secteurs. Voilà. Donc le rôle traditionnel d'une ambassade en matière économique, c'est effectivement avant tout de soutenir les exportateurs et de soutenir ses investisseurs. Mais dans le contexte très spécifique ukrainien, tu m'as dit plusieurs fois que l'action économique s'inscrit dans une dimension plus large. La France s'est donné une mission particulière, très politique, qui est de soutenir ce pays, de le soutenir dans ses réformes, puisqu'une trajectoire de réforme a été entreprise dès 2014, de soutenir ce pays aussi pour la stabilisation et la revitalisation de l'Est de son territoire, qui a souffert des conséquences gravissimes de la déstabilisation à l'Est. Et dans ce contexte-là, la France elle a un rôle qui est nécessairement actif au sein du G7 pour soutenir les réformes économiques, mais aussi au niveau bilatéral pour essayer d'inscrire notre appui dans les priorités ukrainiennes. Donc c'est un mandat, un type d'action qui est un peu particulier. On est nécessairement engagé et on s'est fixé 3 priorités d'action en Ukraine, en utilisant les instruments de financement de l'État français et en appuyant politiquement ces grands projets. Un premier domaine, ce sont les infrastructures de souveraineté. La France appuie financièrement un projet sans doute historique par son importance de création d'un nouveau système d'hélicoptères pour le ministère de l'Intérieur ukrainien. La France appuie financièrement un projet de fourniture de bateaux patrouilleurs aux gardes-côtes ukrainiens. Un deuxième domaine qui est Là, je me permets de t'interrompre parce que ces hélicoptères, c'est très concret. On les a vus en action très récemment. Tout à fait. Donc, on est encore au début de ce projet, puisque la livraison de 55 hélicoptères est prévue sur plusieurs années, mais sur un temps relativement court. 8 sont déjà livrés, opérationnels sur le territoire ukrainien. Ils sont bien utilisés, bien employés, et ils ont été immédiatement effectivement mobilisés sur des missions d'évacuation médicale, d'appui à la lutte anti-incendie effectivement à Tchernobyl, hier de soutien, de secours dans le contexte des inondations. Donc on voit que les agences du ministère de l'Intérieur ukrainien qui étaient habituées à exploiter un parc d'appareils issus de l'époque soviétique ont réussi rapidement à maîtriser et à employer dans le cadre de leur mission ces nouveaux hélicoptères qui sont des hélicoptères Airbus. Merci de ces précisions, c'est important. Alors, je te laisse développer sur la deuxième priorité que tu mentionnais. Donc, la deuxième priorité de la France sur le plan économique, c'est bien évidemment d'appuyer la revitalisation de l'Est de l'Ukraine. C'est important pour les populations, pour l'avenir du pays. Nous avons engagé un premier projet, qui est sans doute un des plus gros projets en bilatéral d'aide au développement à l'Est de l'Ukraine, qui consiste dans le financement et la construction d'une usine de production d'eau potable à Mariupol. Mariupol, une ville qui est proche de la ligne de contact, une très grosse ville, quasiment 500 000 habitants, qui aujourd'hui bénéficie d'une eau d'extrêmement piètre qualité,
qui est livré sur une conduite qui fait plus de 200 km. L'objectif de l'usine, c'est de faire une prise d'eau aux abords de la ville et de livrer directement à la population une eau consommable au robinet, de qualité. Et ça, c'est un projet qui, à la fois, qui a un sens politique, mais qui a aussi un sens par rapport aux populations. On n'est pas que dans le symbolique, on est sur un besoin immédiat, réel, environnemental, sanitaire pour la population. Et on espère engager d'autres projets, encore une fois, d'appui au territoire de l'Est de l'Ukraine. C'est une des priorités du président Zelensky et bien entendu, l'action de l'État français s'inscrit dans cette priorité. Et la troisième priorité ? C'est l'appui au développement des infrastructures ukrainiennes. On sait qu'un État, il est fort, il est solide lorsqu'il a une administration qui fonctionne, une justice qui fonctionne, mais aussi des infrastructures de qualité pour sa population, pour ses entreprises. Et c'est sans doute un des principaux indicateurs du différentiel de développement entre l'Ukraine et la Pologne, par exemple. C'est le niveau encore très peu développé des infrastructures, que ce soit routières ou dans le domaine de la gestion des déchets, dans le domaine de l'eau que je mentionnais tout à l'heure. C'est dans ces domaines-là où à la fois il y a un besoin de rattrapage considérable en Ukraine et en même temps une excellence de l'offre française. On pense que ce secteur-là, c'est un secteur sur lequel on va pouvoir mobiliser l'offre française dans les années à venir. Les choses avancent moins rapidement qu'on ne souhaiterait. C'est encore un secteur qui est peu ouvert aux investissements. Il n'y a pas encore d'exemples majeurs, très concrets, de vraies délégations de services publics, concessions en Ukraine, même si une nouvelle loi le permet. Et c'est un secteur sur lequel je vois l'un des plus gros potentiels de développement de notre présence en Ukraine. À l'avenir, ça va être dans ce secteur-là, eau, déchets, tout ce qui est service à la population et aussi les transports. Alors revenons sur la nature de l'amplification des échanges commerciaux que tu mentionnais au début. Qu'est-ce qui s'échange entre la France et l'Ukraine ? Alors je voudrais dire que ce qui est important pour nous, c'est évidemment les exportations françaises en Ukraine sont fondamentales, mais décision politique a été prise de signer un accord de libre-échange avec l'Ukraine, entre l'Union européenne et l'Ukraine, et c'était aussi un des objectifs pour soutenir économiquement le pays et contribuer à sa croissance. Donc on est aussi content que les échanges, les exportations ukrainiennes se développent vers l'Union européenne. Et là, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine, eh bien, il a des bénéfices très très clairs, très très nets pour l'Ukraine. On est sur des taux de progression des exportations ukrainiennes sur le marché européen, quasiment de 15% par an. Donc, sans surprise, l'Ukraine, elle exporte vers la France essentiellement des produits agricoles. C'est sa première spécialité économique et donc c'est logique. Mais on voit se développer d'autres secteurs, de nouveaux secteurs de plus en plus sur la France, y compris par exemple le textile. Alors on parle d'industries qui sont développées ou de la mode ukrainienne qui s'est développée fortement après Maïdan, et on le perçoit sur des secteurs-là qui ne pèsent pas trop encore forcément sur la balance commerciale, mais qui se développent très clairement. Côté français, nos exportations sont essentiellement autour des produits agricoles aussi, des produits alimentaires. Nous exportons beaucoup de produits chimiques et cosmétiques, des produits automobiles, des produits pharmaceutiques. Et on peut voir justement que quand on exporte plus de produits pharmaceutiques, plus de 1% l'an dernier, ça veut dire aussi que la population ukrainienne, elle a accès et de plus en plus accès à des médicaments pour se soigner. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour l'exportation, mais c'est aussi un bon indicateur de développement du pays. Et puis des équipements mécaniques, électriques, bien entendu. Et ça tombe très bien que tu en aies déjà parlé, puisque je voulais remettre ces échanges commerciaux dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union européenne et l'instauration de cette zone de libre-échange. On se rappelle que c'est cet accord qui ambitionne la transformation de l'économie ukrainienne et des structures de l'État, qui avait été le déclencheur de la révolution de 2014 et qui est depuis le vecteur des réformes qui ont été adoptées. Alors, quelles sont selon toi les perspectives à venir de cet accord ? Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que la quasi-totalité en fait, des nomenclatures de douane sont exemptes de droits douaniers, c'est-à-dire qu'on a déjà un marché qui est clairement un marché commun, avec certaines restrictions qui s'appliquent encore à certains produits dans le domaine agricole, par exemple. Et je dirais que même si tous les ans, les négociations permettent d'avancer et d'ouvrir encore plus ces échanges, je dirais que le vrai potentiel de progression des échanges ukrainiens vers l'Union européenne, il réside avant tout en Ukraine. C'est-à-dire, pour exporter vers l'Union européenne, il faut que l'Ukraine monte en gamme, qu'elle ait des produits qui correspondent à la demande européenne. Pour ne prendre qu'un exemple, le miel. Aujourd'hui, le miel ukrainien est essentiellement vendu à des acheteurs de gros sur le marché européen.
Et donc vendre du miel à des acheteurs de gros, ça veut dire le vendre à un prix modeste, bien plus modeste qu'il ne le serait si ce miel bénéficiait d'indications géographiques, une valorisation de son mode de production et de politiques d'ailleurs environnementales qui certifient la qualité du produit. On sait qu'il y a du miel de qualité aujourd'hui en Ukraine, dans les Carpates par exemple. L'Union européenne travaille au développement des indications géographiques et c'est typiquement ce genre d'initiatives qui vont permettre à l'Ukraine de mieux placer ses produits, d'en exporter plus. Mais aussi en s'inscrivant dans des exigences environnementales, sanitaires de consommateurs européens. Voilà. Et je pense qu'il faut développer l'économie et l'industrie ukrainienne pour mieux répondre aux demandes du marché européen. C'est là qu'il y a le vrai potentiel de progression des échanges pour l'avenir. Alors Vincent, tu es sur le départ. Après 4 ans, tu quitteras l'Ukraine fin août. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas emporter avec toi? Quelque chose qui t'a particulièrement marqué pendant ton séjour? Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'expérience en Ukraine, elle est absolument unique. Et je pense que ce n'est pas bien uniquement le cas pour les diplomates, c'est sans doute le cas aussi pour des journalistes comme toi, Sébastien, pour des entrepreneurs. On se retrouve en fait dans l'un des centres de la géopolitique mondiale, une de ces lignes de fracture, on va dire, ou de ces failles sismiques où il se passe beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a le plus surpris en arrivant en Ukraine, en 2016, 2 ans après Maïdan, c'est qu'on était encore en mode commando, que globalement, nos interlocuteurs réformateurs dans les ministères, dans les administrations, dans la société civile, ils travaillaient encore dans cet esprit commando, et qu'on sent encore en 2020. Tout se fait très très vite. Alors le pays avance peut-être encore trop lentement, mais les forces actives du mouvement de la réforme, elles sont sur des modes d'action extrêmement réactifs, extrêmement rapides. Ça nous oblige à prendre ce même rythme. On n'est pas sur une gestion du temps long, il faut qu'on soit nous-mêmes réactifs. Pour compléter peut-être ma réponse, j'ai progressé sur le plan professionnel en Ukraine, parce que j'ai appris aussi en regardant des gens absolument fascinants dans l'administration, dans la politique, dans la société civile. Cette vivacité en fait, cette vivacité de la société civile, c'est quelque chose de très très marquant en Ukraine, je trouve. Merci pour ce retour d'expérience très riche et merci pour cette conversation, Vincent Pringot. Merci Sébastien, c'était un plaisir. Et je salue tous les membres de la Chambre de commerce qui ont tant de projets devant eux et qui vont encore renforcer la place de la France en Ukraine en 2020, j'en suis persuadé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.